Hello à toi et bienvenue dans Aligné, le podcast qui t'aide à mieux te comprendre, à t'explorer, à avancer vers plus de conscience et d'harmonie, à revenir à ce qui vibre vraiment en toi pour incarner toute ta lumière. Je suis Hélène, fondatrice de Mona Aura, l'espace qui t'aide à te reconnecter à ton corps, à ton cœur et à ton âme. Hello à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de yoga, puisque j'avais envie de te partager un petit peu mon parcours avec le plus d'authenticité possible, mon chemin de vie, mon chemin de yogini. J'avais envie à travers cet épisode de déconstruire l'idée que le yoga c'est juste une pratique posturale, une pratique physique. Et pourquoi pas d'inspirer celles qui recherchent une reconnexion douce, une reconnexion profonde à leur corps, de dérouler leur tapis, que ce soit pour la première fois ou d'ancrer leur pratique un peu plus dans leur quotidien. J'avais aussi envie de te montrer que le yoga peut être un chemin profondément transformateur, mais aussi profondément spirituel. En tout cas, ça a été mon cas, mais qu'il soit spirituel ou non, je pense qu'il peut transformer des vies. Et c'est un peu ce que j'ai envie de te partager à travers mon propre parcours. Donc c'est parti. On commence en 2017. Je m'installe à Marseille avec mon conjoint. Ça faisait déjà quelques années que j'étais dans le sud de la France. Il faut savoir que je suis originaire d'Auvergne, d'un petit village au cœur des volcans, pas loin de Clermont-Ferrand, et j'ai terminé mes études, donc mon master à Aix-en-Provence. À la suite de ça, je me suis installée à Marseille. Mon conjoint m'a donc rejoint en 2017 et j'avais déjà des troubles alimentaires depuis, je dirais, une dizaine d'années. J'ai pas vraiment de date en tête là. C'est vrai que c'est une année plutôt douloureuse pour moi parce que je vis avec lui, je commence à vivre en couple. Et donc, je ne peux plus vraiment lui cacher mes troubles alimentaires. Donc ça s'intensifie énormément puisque j'ai beaucoup de culpabilité autour de la gestion de mon alimentation, du contrôle de mon alimentation, mais aussi du contrôle de mon corps. Je suis à un moment de ma vie un peu tournant parce que je cherche des solutions pour m'en sortir. Des solutions plutôt que je cherche par moi-même, dans le sens où je vais commencer à lire beaucoup de livres sur le sujet, à faire mes propres recherches et à engager ma propre thérapie, puisque les thérapies précédentes n'ont pas fonctionné, dans le sens où je pense que je suis pas forcément tombée sur les bonnes personnes. Tout ce terreau un peu tendu autour des troubles alimentaires fait que je rencontre le yoga à ce moment-là, en 2017, pour deux principales raisons. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je pense qu'à l'époque, j'entends parler par... faut savoir que je regardais beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube, de personnes qui essayaient de s'en sortir dans les troubles alimentaires pour m'inspirer, pour essayer de trouver des tips. Et il se trouve qu'il y a l'une d'entre elles qui faisait du yoga. Donc j'en entends parler pour la première fois un petit peu par le biais de cette chaîne-là. Et je vais être totalement honnête et transparente. Je pense à ce moment-là que le yoga va me permettre de sculpter un peu plus mon corps. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'avais un rapport à mon corps qui était extrêmement conflictuel et que je faisais beaucoup de sport pour pouvoir perdre le poids que je prenais lors des crises de boulimie. Donc voilà, ça se fait un peu comme ça. Je commence par faire du yoga Ashtanga, qui est l'un des yogas les plus physiques et les plus dynamiques qui existent. Très clairement, je vais être totalement transparente, je déteste ça. Genre, les premiers cours, c'était horrible. J'avais mal partout, je ressentais des choses dans mon corps, j'avais l'impression de découvrir des muscles, mais aussi des zones de mon corps qui étaient extrêmement douloureuses et dont je m'étais coupée pendant des années, notamment à travers les troubles alimentaires. Et c'est vraiment très douloureux pour moi, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Je suis également confrontée à pas mal de mes peurs, de mes craintes, à pas mal de mes croyances, puisque je suis perpétuellement en train de me comparer aux autres, que ce soit sur le tapis, mais aussi en dehors, à travers les discussions qu'on peut avoir avec les autres élèves à la fin de la classe. Et c'est vrai que pas une rencontre très simple
et je pense qu'en 2017, si on m'avait dit que j'en ferais un jour mon métier, j'aurais explosé de rire, très sincèrement. Bref, je persiste quand même à faire ces cours parce que au bout de quelques semaines, je me rends compte que ça me fait quand même du bien, dans le sens où ça m'apporte une certaine forme de discipline et ça me permet quand même de retrouver un lien avec ce corps que j'ai longtemps fui et ça me permet de ressentir de nouveau des choses à travers mon corps, alors qu'il faut savoir que quand on a un trouble alimentaire, très souvent, généralement, on est coupé de notre corps, on est dissocié du corps. Et donc ça me permet d'apporter un peu de douceur à ce corps-là. Donc je pratique pendant plusieurs mois ces cours de H-Manga à raison de 1 à 2 fois par semaine. Puis je fais une pause. Il faut savoir, je suis quelqu'un de très cyclique et j'ai mes hauts et j'ai mes bas dans toutes les activités que je fais dans mon quotidien. Donc je fais une pause au bout de quelques mois parce que je ressens que je suis arrivée à un stade où j'apprends plus, où ça m'apporte plus tant que ça m'apportait au début. Et finalement, cette pause se solde par le fait que je m'intéresse à d'autres parties du yoga, et notamment la méditation. Donc je commence à méditer de plus en plus souvent, et je me rends compte que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien, sans pour autant avoir à dérouler mon tapis et à me mettre en mouvement. Donc je me mets à méditer de plus en plus souvent, le matin, le soir, ça m'apaise. Mais il y a toujours cette quête de discipline, cette quête de perfection, de toujours plus. Et je culpabilise beaucoup lorsque je m'engage dans une activité et que je ne m'y mets pas à fond et que je loupe un soir ou un cours ou une méditation. Et finalement, je vais un petit peu délaisser aussi la méditation au bout de quelques temps, puisque on va déménager avec mon conjoint et on se retrouve dans un appartement où ça se passe très très mal avec nos voisins, et je vais me retrouver à faire une dépression. En tout cas, c'était une très très grosse déprime. Ça faisait que j'angoissais à l'idée de rentrer chez moi. Dès que j'étais chez moi, j'avais mal au ventre, j'étais vraiment pas bien, j'étais très stressée, j'étais très angoissée, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à ce moment-là. On décide finalement de déménager au bout de 6 mois pour s'installer dans une petite maison où on a beaucoup plus d'espace. Et dans cet espace si grand, je trouve la possibilité de pouvoir installer une partie yoga, une partie un peu spirituelle. Donc j'installe mon tapis, je m'achète un petit bol pour faire des sons de méditation, et je m'achète des livres, des pierres, de plus en plus, parce que je m'intéresse à tout ce qui est parallèle au yoga, évidemment. Je lis beaucoup de livres de développement personnel à l'époque. Bref, je fais aussi, je me souviens, la Miracle Morning. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une méthode où en fait on se lève très tôt le matin et pendant 1 heure on fait 6 activités différentes, dont la lecture, la méditation et l'activité physique. Et forcément, moi je fais du yoga tous les matins, je médite juste après et je lis un livre de développement personnel. Et finalement, ça a été un peu le basculement, ce déménagement, puisque je me remets à pratiquer le yoga, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus assidue, et cette fois-ci à la maison, chez moi. Donc je ne suis plus de cours en salle pendant quelques temps, mais je recommence à pratiquer à la maison avec des cours que je suis en ligne sur YouTube ou des livres qui présentent des séquences en particulier. Et finalement, je me mets à pratiquer du yoga tous les jours. Parfois le matin, parfois le soir. C'est souvent le matin quand même, mais c'est vrai que dès que j'ai du temps, dès que je rentre tôt du travail ou dès que je suis en week-end, je vais faire des pratiques plus longues. Je vais recommencer à faire des pratiques de 1 heure, voire 1 heure et demie, mais toute seule à la maison. Peu de temps après, je m'inscris pour faire un premier stage de méditation dans un centre bouddhiste à Marseille, puisque j'ai en parallèle recommencé à méditer. Et je vais faire ce premier stage de méditation qui me fait un bien fou, dans le sens où vraiment la méditation me permet de prendre beaucoup de recul sur plein de choses dans mon quotidien. Et finalement, sans m'en rendre compte, petit à petit, le yoga me permet de me renourrir, à la fois mentalement, psychologiquement, mais surtout physiquement, dans le sens où de plus en plus, du fait de ressentir ce qui se passe dans mon corps, du fait de recréer un lien avec mon corps, je ressens ce dont mon corps a besoin. Et donc je m'éloigne
un petit peu plus des crises de boulimie. Elles s'écartent de plus en plus parce que je sens de plus en plus à l'intérieur de moi que je ne suis plus alignée avec ça, que en fait, je ressens tous les effets négatifs dont je n'avais pas, je vais pas dire connaissance parce que j'avais connaissance des effets négatifs, mais en tout cas, je les ressentais pas dans mon corps avant. Et là, je les ressens pleinement et en fait, j'ai plus envie de ça. Donc très clairement, ça me permet de diminuer drastiquement les crises de boulimie, mais pas par contrôle, simplement parce que je ressens que j'en ai plus besoin, enfin que ça me fait plus de mal que de bien finalement. Et en parallèle de ça, la méditation me permet vraiment de calmer le stress, de calmer les anxiétés. C'est une ressource clé pour moi. Je commence à méditer de plus en plus. Ce stage d'ailleurs m'ouvre des portes, pas vraiment m'ouvre des portes, mais en tout cas, je m'intéresse vraiment de plus en plus à la méditation, à différentes techniques de méditation. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'entends parler pour la première fois de Vipassana, dont je parlerai tout à l'heure, mais voilà, pour faire un peu le topo. À ce moment-là, on est en 2019 et je recommence à pratiquer le yoga dans un studio. Je pratique du Vinyasa Yoga qui est un yoga un peu moins dynamique que l'Ashtanga mais qui est l'un des plus connus en Occident. C'est un yoga où il y a un lien intrinsèque entre le souffle et le mouvement. Donc chaque mouvement est lié au souffle. On va faire un mouvement avec une inspiration, un mouvement avec une expiration. Il y aura aussi des postures tenues dans les pratiques. Mais ce que j'aime particulièrement par rapport à l'Ashtanga, c'est qu'il y a de plus en plus de pratiques de pranayama, donc de respiration. Dans les cours que je suis, il y a souvent aussi des méditations à la fin. Il y a parfois des nidras profonds, donc c'est vraiment des temps à la fin où on est allongé en shavasana et on se laisse guider par la voix du professeur. Mais ça dure vraiment longtemps. Ça peut être 10 voire 15 minutes de guidance et ça me fait un bien fou. Donc je continue vraiment corps et âme dans le yoga. Je pratique tous les jours. Je vais à mon studio 1 ou 2 fois par semaine et je ressens de plus en plus les bienfaits sur mon corps, sur mon esprit, sur mon mental. Et finalement, petit à petit, je ressens aussi que je me reconnecte à mon âme, à mon essence, à ce que j'ai vraiment envie d'incarner sur Terre. Je pense que tout ça est lié, mais je fais les liens quand je suis en train de vous expliquer un petit peu mon histoire, puisque j'ai absolument pas préparé cet épisode et ça sort comme ça vient. Mais je prends la décision, avec mon conjoint évidemment, puisque nous sommes deux à prendre cette décision, de tout quitter, de quitter Marseille et de partir pour un voyage initiatique. J'aime dire voyage initiatique, même si on va plutôt parler d'un tour du monde. Mais on part en quête de sens, en quête de qui nous sommes pendant plusieurs mois. Malheureusement, c'est arrivé ainsi, mais en fait, on a quitté Marseille, on a démissionné juste avant que le Covid arrive. Donc nous n'avons pas pu partir les premiers mois en tour du monde, mais par contre, nous avons pu voyager entre les confinements en Europe. Et finalement, on a décidé qu'on voulait quand même partir. Et donc c'est ce qu'on a fait. Nous sommes partis en juillet 2021 pendant 1 an. Et ce voyage m'a transformée. De toute manière, un voyage aussi profond, on en revient forcément différent, qui que nous sommes et qu'importe ce que nous allons chercher lorsqu'on fait un tel projet. Et pendant ce voyage, je réalise une retraite Vipassana, donc j'en parlais tout à l'heure. Vipassana, c'est une technique de méditation. Et en fait, les retraites Vipassana, ce sont des retraites qui sont faites dans des centres Vipassana, donc c'est des centres affiliés. C'est des retraites où on médite 10 heures par jour pendant 10 jours et c'est surtout des retraites silencieuses. Donc on ne parle pas. Quand on arrive, on récupère tous nos effets personnels, sauf évidemment nos vêtements, nos affaires toilettes, mais en tout cas, nous n'avons pas le droit aux livres, on n'a pas le droit aux cahiers, aux stylos, on n'a pas le droit à notre téléphone et nous n'avons pas le droit de communiquer avec les autres sur le site. Donc pas de parole, mais aussi on évite les regards. Donc c'est vraiment une introspection profonde et douloureuse aussi, je dirais, pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'abandon en Vipassana parce que c'est très dur, que ce soit pour le corps, parce que d'être assis 10 heures par jour pour méditer, c'est dur pour le corps, mais surtout pour le mental. Et en fait, cette retraite, elle va me transformer. Encore à ce jour, c'est l'expérience la plus transformatrice que j'ai vécue dans ma vie. Pour la simple et bonne raison que j'ai été confrontée pendant cette retraite à toutes mes peurs, toutes mes croyances, tous mes dogmes,
tout ce qui finalement m'enfermait dans mon quotidien, que ce soit dans les troubles alimentaires, mais aussi dans plein d'autres polarités que je pouvais avoir et qui faisaient que j'avais des relations conflictuelles avec moi-même, mais aussi avec les autres, avec le monde qui m'entourait. Et j'ai appris, si je devais résumer un seul mot, l'équanimité. C'est-à-dire que j'ai appris à avoir la neutralité dans toute chose et surtout dans la douleur. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ma douleur ne deviendrait plus une souffrance et qu'elle resterait une douleur dans le sens où qu'elle n'était pas figée, qu'elle n'était pas constante et qu'elle pouvait évoluer, changer, se modifier. Avant de rentrer dans ce centre, je vomissais encore tous mes repas. Même si je m'alimentais, bon, je vomissais peut-être pas tous mes repas, mais en tout cas la plupart quand bien même je m'alimentais, même s'il y avait beaucoup moins de crises de boulimie. Et je suis ressortie de ce centre, je ne vomissais plus mes repas. J'ai recommencé à m'alimenter, j'ai recommencé à faire des repas, je ne vais pas dire normaux parce que quand il y a la phase de réalimentation après un trouble alimentaire, il y a forcément une phase de faim extrême, on passe toutes par là. Et donc je suis passée par là à ce moment-là. Mais en tout cas, j'avais la capacité d'accueillir ça parce que je savais et j'étais persuadée que c'était impermanent, que ça allait évoluer, que ça allait changer. Et finalement, cette expérience profondément transformatrice m'a permis en quelque sorte de me reconnecter à mon âme, de me reconnecter à mon essence. Je sais que ça peut paraître un peu, je ne veux pas dire perché, mais très spirituel ce que je dis, mais c'est vraiment profondément ce que j'ai ressenti. Et je suis rentrée en France avec le sourire aux lèvres, avec un cœur immensément ouvert, avec beaucoup d'amour à donner, mais surtout la capacité de recevoir l'amour des autres, chose qui n'était pas possible avant de partir dans ce voyage. En rentrant en France, donc on est rentré quelques mois en France, on a pris la décision de partir s'installer au Canada. Mais quand je suis rentrée en France, j'ai continué de pratiquer le yoga, à la fois postural, mais j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus cette fois-ci à la philosophie du yoga, puisque je voulais comprendre ce qui s'était passé en moi lorsque j'avais fait cette retraite. Je voulais comprendre ce qui se passait en moi lorsque je faisais du yoga et que je me sentais mieux. J'avais la conviction que c'était pas juste le mouvement ou la respiration qui permettait tout ça, mais qu'il y avait quelque chose derrière à comprendre. Et j'ai commencé de plus en plus à vouloir m'intéresser à l'humain, à son fonctionnement, à ses mécanismes. Une année est passée, donc on est resté tous ces mois en France, on a retravaillé pour remettre de l'argent de côté, pouvoir repartir, nous installer au Canada. Et j'en arrive à novembre 2023, où nous arrivons au Canada pour nous installer ici. Et très rapidement, on est confronté à l'immigration, au fait qu'il est compliqué de s'intégrer, de trouver un emploi. Et moi, très rapidement, plus j'envoyais des CV et plus j'étais angoissée à l'idée de continuer de travailler dans ma branche initiale, qui est l'urbanisme, même si c'est un secteur d'activité qui me plaît et j'aurais sans doute aucun problème à retravailler là-dedans un jour. Mais en tout cas, je ressentais à l'intérieur de moi qu'il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui ne voulait plus y aller et qui voulait aller ailleurs. Et finalement, j'ai écouté une petite voix intérieure le 1er janvier 2024 qui m'a dit « Inscris-toi à une formation de yoga ». Et je me suis inscrite et j'ai commencé une formation de yoga le 7 janvier 2024. Et s'en est suivi 1 an et demi de formation intensive. Aujourd'hui, j'ai plus de 650 heures de formation en yoga, que ce soit en hatha traditionnel, en vinyasa, en yin yoga, mais aussi en ashtanga finalement. Je dois dire que je me sens de plus en plus alignée avec ce que je fais dans mon quotidien, puisque je ne suis pas uniquement formée au yoga, mais le yoga m'aide énormément dans les accompagnements que je propose, que ce soit en individuel ou les ateliers collectifs, ou tous les enseignements du yoga me servent. Pourquoi ? Parce que le yoga, c'est un mode de vie. Ce n'est pas juste des postures, c'est pas juste une pratique physique. Ça en fait partie, évidemment, je vais pas le nier. Mais le yoga m'a profondément ancrée. Il m'a permis de réapprendre à écouter mon corps au lieu de chercher à le dominer. Et il m'a permis à découvrir le silence intérieur à travers la méditation, à travers le silence. Il m'a permis de trouver un espace où je peux vraiment être entière, sans masque,
avec le plus d'authenticité possible. Ça, c'est un vrai travail du quotidien et je cherche encore à l'être le plus possible. Non pas que je pense que c'est ce qu'il faut être, mais en tout cas, je ressens que plus je suis authentique et plus je rayonne, c'est-à-dire que j'attire à moi des personnes que je peux aider, que je peux soutenir, que je peux accompagner. Le yoga m'a aussi appris que je n'étais pas mes pensées. Je me suis très longtemps identifiée à mes pensées, à mes croyances, à mes dogmes. Je pensais que elles étaient figées. Et cette identification à toutes ces pensées m'a énormément limitée. Forcément, je pense à mon alimentation, mais il n'y a pas que dans l'alimentation. Il y a aussi dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. On s'identifie tellement à nos croyances que on reste enfermé. Et notre lumière ne peut pas ne peut pas éclairer le monde extérieur si on s'enferme. Le yoga m'a aussi appris à écouter mes émotions, à les ressentir à travers le corps. Je suis plus une personne qui va faire 40 000 listes. Ça a pu être le cas à un moment et c'est pas du tout une critique. Si c'est quelque chose que vous faites et que ça vous aide à prendre une décision, faites-le. C'est idéal pour vous et c'est le chemin qui est juste pour vous. Mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'aidait énormément. Et le fait de me reconnecter à mon corps, et le corps ne ment jamais, m'a permis de, lorsque j'ai une décision à prendre, de simplement ressentir dans mon corps ce qui est en train de se passer et de me dire ok, là j'y vais ou non, là je le sens pas, j'y vais pas. Le yoga m'a aussi appris la lenteur, la présence et m'a appris à me reconnecter à mon souffle, à mon énergie, au prana, à ma vitalité, à ce qui fait sens en moi, à ce qui fait que je me lève le matin. Je dirais aussi que le yoga m'a appris à prendre les choses comme elles viennent. Je me suis formée en yoga, aujourd'hui je suis thérapeute, j'accompagne des personnes, j'accompagne des femmes vers une reconnexion profonde à leur être. Mais si dans 5 ans je dois changer d'activité, si dans 5 ans j'ai l'élan que c'en est assez, eh bien j'aurai aucun problème avec le fait d'arrêter parce que je n'ai plus d'attachement à ce que je fais. Ça ne définit pas qui je suis. Qui je suis, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi, c'est mon essence même. C'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. C'est bien plus supérieur à ce que nous faisons dans notre quotidien, à nos gestes, à nos actes. Oui, ça compte. Oui, évidemment qu'on peut utiliser la personnalité, le corps pour aider les autres ou pour faire du mal aux autres. Mais ce qu'on est, ce qui nous définit profondément, ce n'est pas nos actions. Et c'est encore moins nos croyances, nos choix, nos limitations et nos identifications. J'ai envie aussi de faire le lien avec les valeurs du yoga. Je me suis longtemps répété à certains moments de ma vie et même dans mes pratiques certains mots que j'avais envie de vous partager. Le premier mot c'est Ahimsa. Ahimsa c'est un des yama et niyama qui sont des principes qui ont été rédigés dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont des principes, pour résumer, qu'on devrait avoir avec soi ou avec le monde qui nous entoure. Ahimsa, c'est le principe de non-violence, c'est le principe de bienveillance, c'est le principe qui régit tous les autres principes, c'est celui qui doit être supérieur à tous les autres. Et lorsque j'ai des blessures, lorsque je me fais mal, lorsque je vais trop loin dans les postures, je me répète Ahimsa, écoute-toi, sois bienveillante. Ton corps, il n'est pas en capacité de recevoir ce que tu es en train de lui proposer. Donc fais machine arrière, recule un petit peu. Parfois, juste un petit pas permet de ne pas franchir la limite. Et c'est ce que je me répète sur mon tapis, mais aussi en dehors, dans ma vie, avec les autres, le monde qui m'entoure, dans mes relations. Oui, c'est important de dire ce qu'on pense. Oui, c'est important de faire preuve d'authenticité. Oui, c'est important de respecter les autres et d'être non violent avec les autres. Mais est-ce qu'en étant non violent avec les autres, on est non violent avec nous? C'est important aussi de se poser cette question. De tout accepter, parfois, ça va au-delà de nos propres limites. Un autre mot que je me répète souvent, qui fait aussi partie des yamas et des niyamas, c'est santosha. Santosha, c'est le contentement. C'est se contenter de... En tout cas, c'est mon interprétation, mais pour moi, c'est se contenter de ce qu'on a dans l'instant, de ce qui nous est offert, de ce qui nous est proposé.
Est-ce que j'ai besoin de plus que ce que j'ai? Est-ce que j'ai besoin d'être plus que ce que je suis? Ou est-ce que je suis déjà assez? Est-ce que j'ai déjà assez? Est-ce que les relations que j'ai autour de moi sont suffisantes? Est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que j'ai besoin de... Forcément, on va penser à des achats, mais c'est pas forcément des achats. Par exemple, dans le cadre de mon activité professionnelle, dans le lancement de mon activité professionnelle, ça peut être le fait de vouloir tout le temps faire plus de formations. C'est intéressant, mais je pense que je suis déjà assez. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Et ça, c'est le yoga qui m'a permis de le comprendre. Que simplement en cultivant l'amour intérieur, la gratitude intérieure, alors je peux aider mon prochain. J'ai pas besoin de plus. Oui, les formations, c'est bien. Mais si déjà j'ai la capacité de mettre en pratique les formations que j'ai déjà suivies, je n'ai pas besoin de plus de formations. Après, derrière, c'est que du bonus. Finalement, aujourd'hui, quand j'enseigne ou que j'accompagne des femmes, ce n'est pas pour faire du yoga. Oui, j'ai des formations yoga, oui, je donne des cours de yoga, mais ce que j'ai envie de transmettre au monde, ça va bien au-delà de ça. Ce que j'ai vraiment envie de créer, c'est un espace où le corps devient un terrain d'écoute. Je pense que tu l'as compris dans mon expérience, mais pour moi, le corps ne peut pas mentir. Et plus on cultive cette présence intérieure, plus on se reconnecte à notre essence, à notre corps physique, à notre corps mental, à notre corps émotionnel, à notre corps spirituel, à notre corps énergétique. Plus on ressent cette petite lueur à l'intérieur de soi, plus on ressent notre intuition, plus on ressent cette force intérieure qu'on a en nous, plus on peut avoir une vie complètement alignée avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous, avec notre dharma, ce que notre âme est venue incarner sur Terre. J'ai vraiment envie de proposer un espace où on peut revenir à soi, où on peut ralentir, respirer, ressentir. Pour moi, le yoga, c'est un chemin de réconciliation. C'est un chemin de retour à la maison. J'avais utilisé dans le podcast précédent que le corps physique était un peu comme une maison et qu'à l'intérieur, il y avait plein d'autres corps qui demandaient de notre attention, mais que nous, on passait notre temps à être à l'extérieur, à repeindre les murs, à repeindre la façade parce que on considère que notre corps physique, c'est ce qui nous permet de nous relier aux autres. Mais pour moi, le retour à la maison, c'est justement rentrer, rouvrir cette porte et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Parce que notre âme, notre essence, elle est à l'intérieur de cette maison. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans la couleur des façades ou des volets. Et au plus on prend soin de l'intérieur de la maison, au plus l'extérieur n'a pas besoin d'autant d'attention. Il se suffit à lui-même, il se maintient lui-même dans un état, dans un bon état, dans un état de bien-être, de santé. Et plus à l'intérieur ça va, plus la lumière peut jaillir par les fenêtres et aller rayonner à l'extérieur, tout autour de nous. Avant de conclure, je voulais juste te dire que si tu écoutes cet épisode et que le yoga t'intrigue, t'appelle et peut-être même t'effraie un petit peu, sache qu'il n'y a pas besoin d'être souple, d'être forte ou d'être parfaite pour dérouler son tapis. Et que quand bien même le yoga n'a même pas besoin de tapis pour exister, que tu n'as même pas à dérouler ton tapis pour être en yoga, pour trouver ton propre équilibre, que tu peux utiliser la philosophie, la méditation, les respirations, oui effectivement un peu de mouvement, mais que tout ce qu'il y a autour, tous ces enseignements qui nous sont offerts par le yoga peuvent te servir dans ta vie, bien au-delà des postures, bien au-delà des asanas. Que ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à cultiver ta propre présence, d'apprendre à te reconnecter à ton corps. Alors oui, tu peux utiliser le mouvement, mais tu peux utiliser aussi plein d'autres choses, plein d'autres exercices, plein d'autres activités qui te font du bien à toi. Je conclurai sur cette phrase qui me parle beaucoup. Le yoga, ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu es avec toi-même pendant que tu le fais. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.